Ok, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le chapitre gravitation et qui va traiter plus particulièrement des lois de Kepler. Alors des lois de Kepler, il y en a trois. Et la première, si on se fie au schéma, donc ça c'est tiré du type bac qui parle de la planète Mars et des lois de Kepler. Donc c'est un type bac qu'on a fait en classe. Et on voit la trajectoire de Mars autour du Soleil. Et la première loi de Kepler, je ne vais pas l'écrire au tableau, mais s'il fallait l'énoncer, il faudrait dire que, d'après la première loi de Kepler, Mars tourne autour du Soleil selon une trajectoire elliptique, le Soleil occupant la position d'un des foyers. Donc vous voyez que autant un cercle est caractérisé par un point qu'on appelle son centre, et par une distance entre le pourtour du cercle et le centre qu'on appelle le rayon, autant pour une ellipse, en fait, on a deux foyers. Et dans le cadre de la gravitation, le Soleil occupe la position d'un des foyers. Donc ça, c'est ce que dit la première loi de Kepler. Alors la deuxième loi de Kepler, je vais la mener en parallèle sur ce type bac, qui traite donc du mouvement de Mars autour du Soleil, mais je vais aussi l'appliquer dans le cadre de l'exercice précédent sur la Terre et le satellite, parce que du coup, vous verrez les deux cas de figure. Ça me paraît intéressant pour ça. Donc du coup, il faut que je prenne juste la bonne. Donc l'autre situation, si vous vous souvenez, il y avait la Terre ici au centre, et on avait le satellite qui se trouvait à un moment donné en A1. Un peu plus tard, il se trouvait au point A'1. Plus tard encore, il se trouve en A2. Et ensuite, là, il se trouve en A'2. Et si je trace, voilà, si je hachure cette surface, on va appeler cette surface l'air 1. Et là, cette surface, je vais l'appeler l'air 2. Ok, donc on va appliquer successivement la deuxième loi de Kepler, donc la deuxième loi de Kepler, qu'on appelle la loi des airs. Air au sens de surface. Donc ce que dit la deuxième loi de Kepler, donc, alors je vais essayer de couper le tableau en deux. Le segment, donc dans le premier cas, alors si on note S, le point ici, là, en fait c'est F1, mais on peut aussi l'appeler S comme soleil. Donc le segment SM balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface A1 est égale à la surface A2. Sachant que le temps que met Mars pour aller du point M1 au point M'1, c'est un temps qu'on peut appeler delta T1. Le temps que met Mars pour aller du point M2 au point M'2, c'est un temps, une durée qu'on peut noter delta T2. Et en fait, les durées égales, ça veut dire que delta T1 égale delta T2. Donc il met le même temps pour aller du point M1 au point M'1 que pour aller du point M2 au point M'2. Et là, du coup, comme les surfaces sont égales, on dit que l'air 1 est égal à l'air 2. Alors ça va avoir une conséquence. C'est que si je représente maintenant, je vais prendre de la couleur. Là, je représente la distance parcourue entre M2 et M'2. Donc je vais faire pareil ensuite, mince, du côté pour le satellite autour de la Terre. Et je vais mettre en bleu. Voilà. Ok. Donc là. Et les temps, du coup, on va le noter delta T. Delta T1 est égal à delta T2, qu'on va noter delta T. Ok. Donc d'après la figure 3, donc là aussi en bas, on va appeler ça la figure 3. D'après la figure 3, qu'est-ce qu'on voit?
Bah, on voit tout simplement que la distance entre M2 et M'2, la distance courbe, c'est-à-dire en faisant le virage, est inférieure à la distance parcourue entre le point M1 et M'1, courbe. Ça, on le voit sur le schéma. On voit que le petit arc, là, décrit par Mars en rose, là, est plus grand que l'arc bleu. Maintenant, si on divise, donc ce qu'on peut écrire, bah, c'est que du coup, cette inégalité M2, M'2, courbe, inférieure à M1, M'1, on peut diviser de chaque côté par un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Ok. Si on divise deux nombres par un même nombre positif, je vais l'écrire à gauche. Vous voyez, par exemple, 1 est plus petit que 3. Bah, si on divise de chaque côté par 2, bah, l'inégalité reste vraie. 1 demi est plus petit que 3 demi. Et si on divise par 7, bah, 1 septième est plus petit que 3 septièmes. C'est-à-dire que quand vous avez une inégalité, si vous divisez chaque côté par un nombre positif, bah, le sens de l'inégalité ne change pas. Et du coup, on vient de montrer quoi? Bah, comme par définition, distance sur temps, c'est vitesse. Ça veut dire que la vitesse du côté 2 est plus petite. Ah ouais, alors je fais de la merde depuis tout à l'heure. En fait, c'est le contraire. Je me suis planté. Ok, donc du coup, c'est pas grave, hein, le raisonnement est totalement le même. Évidemment, vous l'aurez compris par vous-même que je disais des bêtises. Évidemment, on voit que l'arc rose est plus grand que l'arc bleu. Donc la vitesse dans la partie 2 est plus grande que la vitesse partie 1. Ce qui veut donc dire que le mouvement n'est pas uniforme. Ça veut dire que quand Mars se rapproche du Soleil, sa vitesse va être plus rapide que quand il s'éloigne du Soleil. Donc accélération, ralentissement, d'un point de vue de la valeur de la vitesse. Donc Mars va plus vite quand il est proche du Soleil, on vient de le démontrer. Alors on peut faire le même raisonnement sur l'histoire avec le satellite autour de la Terre. Donc là, la deuxième loi dirait que le segment ben là, TA, balai désert égal. Donc on écrit, je recopie, hein, pendant des durées égales. Donc si on note delta T1, le temps qu'il met pour aller de A1 à A'1 et delta T2, le temps qu'il met pour aller de A2 à A'2, sachant que delta T1 est égal à delta T2 et qu'on va noter delta T. Donc ça veut dire que la surface A1 est égale à la surface A2. Donc c'est les surfaces que j'ai assurées sur le schéma à côté. Ben là pour le coup on voit que A2, A'2, donc le segment rose dans ce cas-là, en fait il est égal au segment bleu. Ça c'est dans le cadre d'un cercle. Donc à A1, A'1. Et donc si vous avez une égalité, ben, si chacun des termes de l'inégalité, vous le divisez par delta t, vous avez compris où je veux en venir. Bah en fait, on montre de cette façon-là que du coup, A2, A'2 sur delta t, bah c'est la vitesse qu'il a lors de la portion de trajectoire 2. Bah c'est égal à la vitesse qu'il a du côté 1. Et là, on peut en conclure que le mouvement est uniforme. Alors que dans le premier cas, mouvement non uniforme. Donc à retenir, la deuxième loi de Kepler permet de montrer que dans le cas d'une ellipse, ben, le mouvement ne se fait pas toujours à la même valeur de vitesse, alors que dans le cas d'un mouvement circulaire, la rotation se fait toujours, la révolution se fait toujours à vitesse constante, à valeur de vitesse constante. Voilà, donc ça c'est pour la deuxième loi. Et la troisième, vous allez voir que ça va être assez rapide, donc je vais effacer. Hop, hop. Voilà. Alors, ça dit quoi?
en fait, ça nous dit que il n'y a pas que Mars qui tourne autour du Soleil. Par exemple, on a également, j'en sais rien moi, Jupiter qui tourne. Donc Jupiter, lui, fait aussi une ellipse autour du Soleil. Et en fait, ce que nous dit la troisième loi de Kepler, elle nous dit que le rapport T au carré sur A au cube, alors c'est quoi A? En fait, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. Donc par exemple, pour la petite ellipse, le A, en fait, je l'ai représenté. C'est le grand rayon, entre guillemets. Et on vous dit que c'est une constante. Donc ça, c'est ce que dit la troisième loi de Kepler. Ok, donc là, deux choses. Si vous avez un tableau du style ce qui est donné ici, ça veut dire que vous pouvez vous servir de données concernant une des planètes qui tourne autour du Soleil pour en déduire des données concernant une autre planète. Je m'explique. Si vous prenez par exemple Mars et Jupiter, vous pouvez dire que le temps que met Mars pour faire le tour du Soleil au carré sur le demi-grand axe de l'ellipse de Mars au cube est égal au temps que met Jupiter pour tourner autour du Soleil, qui est certainement un temps plus grand, au carré, mais sur le demi-grand axe de l'ellipse de Jupiter. Et tout ça, donc, c'est une constante K. Et donc, vous voyez bien que ici, imaginez, je dis n'importe quoi, que vous connaissez AM, TJ et AJ, par retournement, vous pouvez par exemple en déduire TM. Donc voilà comment on peut se servir de la troisième loi de Kepler pour trouver, par exemple, une période ou un demi-grand axe. Sachant que ça, là, la troisième loi, si, hop, je passe là en bas, on peut aussi par retournement dire que, du coup, T carré est égal à K fois A au cube. Ça veut donc dire que T carré est proportionnel à A au cube. Proportionnel. Puisque K, c'est une constante. Ça veut donc dire que si le jour du bac, on vous donne en annexe une figure qui représente T carré en fonction de A au cube, pour chacune des planètes, par exemple, si on prenait les données de chacune des planètes, et vous mettez T au carré et vous le représentez en fonction de A au cube, en fait, chaque planète donnerait un point, et les différents points seraient alignés avec l'origine. Voilà, selon donc une droite qui passe par l'origine. Et le coefficient directeur de la droite, ce serait K. Voilà pour les trois lois de Kepler. J'espère que vous les avez toutes comprises. Vous en aurez certainement au DS, voire au bac. A bientôt pour le dernier chapitre sur la mécanique des fluides. Ciao!